Bonjour à tous, nous avons reçu Henri Leclerc, avocat pénaliste et ténor du barreau depuis plus de 60 ans, pour une masterclass sur son métier. Alors voilà un retour en vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. La parole, si elle a conservé une importance assez grande au pénal, a effectivement considérablement diminué dans le cours du procès civil, même si elle existe encore. Mais il est un fait qu'aujourd'hui, le procès civil, ou voire le procès commercial, le contentieux en tout cas, en général, la parole a un rôle mineur, secondaire. On fait des observations comme devant les tribunaux administratifs. L'écrit est plus important certainement que la parole. Donc petit à petit tout de même, et je dirais que c'est ma génération sans doute et la génération juste après qui ont poussé à une forme de spécialisation de l'avocat dans le domaine pénal. Il a fallu se battre sur ce sujet parce que la profession d'avocat avait un certain mépris pour le pénal. C'était bien pour faire un peu de réclame, c'était bien parce que dans l'opinion publique c'était le défenseur de la veuve et de l'orphelin, mais on sait que c'était surtout le défenseur des voyous, des criminels, etc. C'est le grand caractère romantique de l'époque qui disparaissait à ce moment-là, et je dirais que je suis d'une génération, et plus encore la génération après la mienne, qui a imposé par exemple de l'importance de la procédure pénale, du droit pénal en tant que tel. Lorsque j'étais jeune avocat, j'avais un patron, quand je lui préparais un dossier, des conclusions, un dossier pénal, qui me disait ouais, bon, on va voir, mais qui arrivait devant un tribunal et qui disait bon, écoutez, j'ai raison, en droit pénal, là j'ai des conclusions, vous verrez, mais enfin c'est pas ça le problème, et qui préférait parler. Bon, petit à petit, le droit pénal est devenu aussi une spécialité. C'est-à-dire que le droit pénal, c'est du droit, pour commencer. La procédure pénale, c'est du droit. Et ce sont des choses extrêmement importantes parce qu'elles se rattachent aux droits fondamentaux. On ne peut pas négliger la procédure pénale quand on lit l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire nul ne peut être accusé, arrêté ou détenu que selon les termes de la loi, que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. On ne peut pas ne pas penser à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme quand on fait du droit pénal, ou à l'article 4 quand on dit que tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé, donc que l'infraction doit avoir des définitions caractérisées et précises. Donc le droit pénal, c'est d'abord du droit. Et le spécialiste du droit pénal est d'abord un juriste, pour commencer. Ah, mais c'est le hasard, les circonstances. Je ne suis pas de ceux qui vantent la vocation comme étant le déterminisme dans sa jeunesse. Il y en a un certain nombre des pénalistes d'aujourd'hui qui, lorsque vous les aviez invités, vous diraient, moi de toute façon, quand j'avais 12 ans, je pensais déjà que je défendrais, et à 14 ans c'était devenu irrépressible, et vraiment j'ai été obligé d'attendre, mais c'était affreux, je ne pensais qu'à ça. Bon, moi non, voilà. J'ai fait du droit parce que je ne savais pas quoi faire. Alors, le droit m'a passionné. Bon, non pas que j'ai été très travailleur, parce que j'ai toujours été, en même temps que j'étais avocat militant, et mes études de droit se sont plus faites dans la boulangerie qui était en face de la faculté du Panthéon, qui avait un salon de thé quand même avec, un salon de café, quoi, et dans les salles de réunion que la faculté, où à une époque où les études étaient faciles, quelqu'un qui était moyennement intelligent pouvait, en travaillant intensément pendant 15 jours ou 3 semaines, avoir des notes tout à fait convenables à ses examens, ou alors c'est qu'il n'était pas très, un peu sot, quoi. Bon, alors, donc c'est comme ça que j'ai fait mes études, mais après j'ai bien été obligé de faire du droit. Bon. Et je me suis intéressé petit à petit au droit pénal. Déjà quand j'étais étudiant, j'ai eu envie d'être avocat. Bon, premier point. Parce que sur quoi débouchaient les études de droit? Je ne voyais plus guère que ça. J'avais pas envie d'être fonctionnaire.
j'avais pas envie de préparer l'ENA, j'avais pas envie d'être magistrat. Donc, à partir de ce moment-là, comme je n'étais pas passionné par l'entrée dans les différentes administrations publiques, je ne voyais guère que l'entreprise privée, à l'époque, n'ouvrait pas tellement ses portes et puis que ça ne m'attirait pas forcément tellement. Ben, par un certain nombre d'expériences que j'ai eues, j'ai dit je vais être avocat. Mais je n'ai pas du tout commencé par être avocat pénaliste, parce que j'ai commencé par être clerc d'avoué. Alors vous savez qu'à l'époque, il y avait les avoués à côté des avocats, c'est-à-dire que les avoués avaient le monopole de la représentation devant le tribunal, c'est-à-dire signer les conclusions, signer les assignations, étaient représentants du client au civil, totalement. Et même si par exemple il fallait faire un appel ou une chose comme ça, c'était un avoué qui devait représenter le client. Et les avoués étaient des civilistes. Et donc j'ai appris mon métier en étant clerc d'avoué. Là j'ai été obligé de travailler beaucoup. J'ai beaucoup appris le civil, j'ai beaucoup fait du civil, et puis après je suis devenu avocat. J'ai fait un service militaire qui à l'époque était un peu long puisqu'on faisait 28 mois de service militaire, ce qui était quand même pas mal. Et puis je suis devenu avocat, mais je suis devenu avocat avant de faire ce service militaire. Ce qui fait que j'étais avocat 21 ans, car c'était pas très difficile. On avait une licence en 3 ans, comme aujourd'hui, mais quand la licence était terminée, on passait le CAPA, qui était un examen qui n'était pas d'une difficulté extrême, il faut bien le dire. Et puis, dès que c'était fait, on pouvait être avocat, il suffisait d'avoir un domicile, là j'ai eu quelques difficultés. Et puis voilà, donc en décembre, j'étais avocat, après avoir passé mon licence en juillet, j'avais 21 ans tout juste, et j'étais avocat. Certains d'ailleurs étaient avocats à 20 ans, comme Jean-Denis Brenin par exemple, qui était avocat à 20 ans et qui rigolait en disant « je suis avocat, mais je ne peux pas signer un contrat, puisqu'à l'époque la majorité était à 21 ans. » Bon. C'était quand même assez drôle. Et voilà, donc, et puis alors, j'ai quand même là, au fur et à mesure que je faisais du droit civil, j'avais envie de faire du pénal. J'en faisais un peu, les commissions d'office, des choses comme ça. Et puis j'ai eu de la chance, parce que, sachant que je voulais faire du pénal, mon président de colonne, c'est-à-dire celui qui cornaquait les jeunes stagiaires à l'époque, vous savez, on était 100 à prêter serment, hein, ou 150 par an, donc c'était pas... Et m'a présenté Alberno, qui était un très grand avocat de l'époque, où je suis entré et je suis resté 10 ans. Hein, voilà. Et là, alors vraiment, je suis vraiment devenu un pénaliste, je me suis passionné pour ce métier, j'ai eu l'impression que je n'étais fait que pour ça, que je ne comprenais pas pourquoi j'avais réfléchi, puisque c'était pour ça que j'étais fait, et donc je me suis passionné pour ce métier, et j'ai fait un métier de pénaliste, ce qui ne m'a pas empêché de faire à côté d'autres choses. Je n'ai pas fait que du pénal, surtout pendant les premières années. Je n'ai pas fait que du pénal, j'ai fait, je dirais pratiquement toutes les pans du droit, j'ai tout fait. J'ai été avocat d'assurance, j'ai été spécialiste de l'expropriation, j'ai fait, bon, il fallait gagner sa vie, hein, c'était pas commode. Hein, et donc, voilà, j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis petit à petit spécialisé dans le pénal. Alors j'ai fait beaucoup de choses, des expériences professionnelles un peu spéciales, etc., des pratiques professionnelles collectives diverses. Et puis j'ai fait beaucoup de pénal, en commençant, en faisant beaucoup de pénal politique dans la période qui a passé de mai 68, je dirais, à 73 à peu près, dans cette période où j'ai été l'avocat pratiquement de tous les apprentis révolutionnaires et de tout ce qui pouvait exister de l'époque, donc pendant 4 ans. Puis après, je suis devenu un avocat pénaliste, je dirais classique. Et petit à petit, je fais beaucoup de droit rural aussi, mais petit à petit, et de droit du travail, bien sûr, et petit à petit, je me suis spécialisé, et je n'ai plus eu que 2 spécialités que j'ai encore, quoique je n'étant plus ni avocat d'une maison d'édition, ni celle d'un journal, ils ont été repris par les plus jeunes. Je ne fais moins, mais j'ai fait beaucoup de droit de la presse et beaucoup de droit pénal. Voilà les 2 spécialités qui ont été les miennes, et je dirais que maintenant je ne fais pratiquement plus que du droit pénal. Voilà. Vous savez, la spécialisation du droit pénal, c'est une spécialisation classique et effectivement générale. Hein. Générale parce que c'est une branche générale, mais alors à l'intérieur du droit pénal, c'est vrai qu'il peut y avoir des branches particulières. Bon,
Je vous ai parlé du droit de la presse, certains considèrent que le droit de la presse n'est qu'une branche du droit pénal. Mais vous avez effectivement des spécialisations qui se forment en fonction de l'affaire que vous avez à plaider. Moi, je peux dire que je crois être resté un pénaliste généraliste, quoique sur le plan criminel, la généralisation est assez vaste. Je ne connais pas d'avocats qui disent « moi je suis un spécialiste du viol, moi je suis un spécialiste du meurtre, ah moi je suis plutôt bon dans l'assassinat ». Non, franchement, dans le pénal criminel, je dirais que les seules spécialités qui sont recommandées, c'est premièrement d'être un bon procédurier, hein, très important, de bien vérifier la régularité de la procédure. Bon, on a un peu de droit pénal dans la précision de la qualification, mais en matière criminelle, bon, alors il y a quelquefois des problèmes spécifiques de droit pénal en matière criminelle, je pense à la légitime défense, bon, bien. Mais le criminel, il n'y a pas de spécialité. Que vous plaidiez l'innocence de quelqu'un, ou plus exactement sa non-culpabilité, ou que vous plaidiez sur la peine, je dirais qu'on est quand même dans des domaines où la spécialisation serait un peu excessive. Alors, on peut parler par exemple des avocats qui... Moi, je connais des avocats qui disent « moi, je ne veux jamais être partie civile. Voilà. Je ne veux faire que de la défense, les victimes ne m'intéressent pas. » Et puis j'en connais d'autres qui disent « moi, je ne plaide au pénal que pour les victimes, je ne plaide pas pour les voyous. » Bon, moi, je vais vous dire, je préfère plaider en défense. Alors, on peut dire que c'est une spécialité. Je préfère plaider en défense, mais quand des victimes viennent me voir, il est rare que je les mette à la porte. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les spécialisations par loi, je dirais, par catégorie législative. Bon, alors, le droit pénal de l'écologie, le droit pénal fiscal, le droit pénal financier, bon, alors c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des matières dans lesquelles il vaut mieux connaître un certain nombre de précisions de la loi. Mais moi, je vais vous dire, en règle générale, j'ai fait le champ pénal très large. Parce que je me suis aperçu que les lois spéciales, qui dérogent en principe aux lois pénales, chacun le sait bien, puisque vous avez tous au moins un master, ou presque, les lois spéciales sont des lois qu'on peut étudier quand même. Bah, moi, la première fois que j'ai eu une affaire de fraude fiscale, j'en ai eu quelques-unes, je ne connaissais pas vraiment le droit fiscal. Bon. Comme les affaires de fraude fiscale qui m'ont été apportées m'ont été en général apportées par des pénalistes, par des fiscalistes. Là, le droit fiscal est une spécialité. Mais la fraude fiscale, qu'est-ce que vous voulez le droit fiscal se confronte aux règles du droit pénal. Et donc, vous êtes obligé d'apprendre. L'écologie, pareil. Moi, j'ai fait des deux, par exemple. J'ai fait des affaires de concurrence déloyale. Les délits d'initiés, j'en ai fait quelques-uns. Ce sont des affaires qui paraissent tout à fait particulières. En définitive, ce sont des lois dont il faut apprendre l'application. Et ceux qui ne connaîtraient que cette loi et qui voudraient faire du pénal, il faut d'abord s'inscrire dans le droit pénal général. Enfin bon, les règles du droit pénal général, la procédure du droit pénal général, comment on prend les choses dans une affaire. Et puis après, on fait l'application de la loi particulière dans laquelle on est. Ceci étant, il est exact que vous avez des pénalistes tout à fait spécialisés dans leur branche. Moi, je connais des gens qui ne font que de la fraude fiscale. Ils doivent s'ennuyer un peu, mais voilà. Je pense que c'est une spécialité plus difficile que ne le croient ceux qui ne la font pas. Premier point. Et que le disent ceux qui ne la font pas. Le barreau a souvent méprisé un peu les pénalistes, disons. Ça, c'est des baratineurs. En fait, je crois que c'est difficile, pour deux raisons. La première, c'est que, bon, c'est un droit comme un autre, mais ça, tout est difficile. Hein. Moi, je ne prétends pas que faire des fusions-acquisitions soit forcément quelque chose de facile. Mais tout est difficile dans notre métier. Tout. Toutes les fois qu'on veut le faire sérieusement.
quand on veut faire notre métier en surface, quand on veut le faire en baratinant, en faisant plaisir aux clients, en faisant semblant de faire quelque chose, c'est pas difficile. C'est un métier vraiment de comédien. Là. Mais il y en a. Mais si on veut le faire sérieusement, c'est un métier difficile. C'est un métier qui nécessite du travail, c'est un métier qui nécessite de la réflexion. C'est un métier difficile. Bon, mais ça, la difficulté, moi je suis convaincu que les spécialistes des loyers commerciaux sont des gens qui font aussi un métier difficile. La vérité, c'est qu'il faut bien voir une chose, c'est que la délinquance quotidienne, la délinquance ordinaire n'est pas en général le fait des couches les plus élevées et les plus fortunées de notre société. C'est-à-dire que les clients ordinaires, le client quotidien, hein, est en général un pauvre. La délinquance, et c'est vrai en grande majorité, en grande majorité les causes sociales. Bien sûr, j'entends tout de suite un certain nombre de gens me dire ah, vous voulez expliquer, donc vous voulez excuser, ce qui est une ânerie. La vérité, c'est que les causes sont des causes sociales. Et que si on trouve un pourcentage de délinquants infiniment plus fort à Clichy-sous-Bois qu'à Neuilly, c'est pas parce que les pauvres seraient plus mauvais que les riches, mais c'est parce qu'il y a des causes sociales de la délinquance. Premier point. Deuxièmement, c'est vrai que quand vous êtes dans un tribunal et que vous voyez le fonctionnement d'un tribunal, que ce soit à Paris ou en province, vous constatez qu'au pénal comparaissent beaucoup de gens en comparution immédiate pour des délits qui sont des délits de vol, de coups et blessures, d'injures à agents, divers, qui sont donc des délits qui ne sont pas en général le fait de gens très riches. Si nous arrivons à un stade plus élevé, c'est-à-dire la grande délinquance violente, la grande délinquance organisée, qu'il s'agisse du trafic de stupéfiants, là aussi il y a une hiérarchie considérable, mais qu'il s'agisse du trafic de stupéfiants, qu'il s'agisse des vols à main armée, qu'il s'agisse du banditisme en général, vous avez des gens qui ont de l'argent, mais c'est un peu difficile parce que pour payer leurs avocats, il faut soit que les avocats acceptent d'être manifestement des harceleurs ou d'être des gens qui font du blanchiment, ou il faut effectivement que ces gens aient blanchi avant de trouver l'avocat, entre nous soit dit. Combien de fois j'ai vu arriver dans ma vie la maman d'un garçon qui était poursuivi pour hold-up et qui me payait en chèque, mais je ne l'interrogeais pas sur les causes, les conditions dans lesquelles son compte avait été alimenté. Mais là, la faute de l'avocat, c'est de prendre de l'argent qui vient de la banque, évidemment, qui vient du hold-up. Ça, c'est pas recommandé, ni sur le plan déontologique, ni sur le plan moral. Mais, c'est vrai. Mais de toute façon, là. Alors évidemment, vous avez le grand pénal criminel qui nourrit son homme, un peu, je pense en particulier aux affaires de mœurs, des choses comme ça, les crimes passionnels, tout ça. Ça, c'est aussi fréquent chez les riches que chez les pauvres. Et puis, voilà. Et puis, vous avez tout le pénal financier, évidemment. Donc, l'avocat pénaliste se trouve dans une situation économique qui ne serait pas facile s'il ne défendait que la délinquance quotidienne avec le paiement par l'aide juridictionnelle, judiciaire, hein, ou des paiements qui sont des paiements difficiles par ses clients. Donc, la spécialité pénale n'est pas n'est pas très très large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de pénalistes. Il y a beaucoup d'avocats qui sont des avocats je dirais, qui font du contentieux général, les avocats de proximité, les avocats de quartier, les avocats qui ont une clientèle qui fait tout, qui divorce, qui a des enfants, dont il faut, qui a des problèmes de succession, qui a des problèmes de loyer, qui a des problèmes qui peut aller. Donc vous avez beaucoup d'avocats qui
ont une clientèle générale dans laquelle ils traitent le pénal. Les vrais pénalistes, c'est vrai, ont plus de mal. Certes, il y a les apports, heureusement, aujourd'hui, je disais tout à l'heure que la délinquance quotidienne se recrutait chez les pauvres. Heureusement, la délinquance financière se recrute plutôt chez les riches. Et là aussi, il y a des problèmes de blanchiment auxquels il faut faire plutôt attention. J'ai une spécialité, moi, dans la vie. J'ai été avocat d'avocat. J'ai eu pas mal de confrères qui sont venus me demander de les assister dans des situations un petit peu difficiles. Bon, j'ai constaté d'abord une première chose, c'est que les délinquants avocats, dans l'exercice de leur fonction, hein, je ne parle pas de l'avocat qui a tué sa femme, ça, c'est pas un avocat, c'est un homme, c'est tout. Et qui risque moins que si c'est une femme qui a tué son mari, quand même, il ne faut pas exagérer. Et de toute façon, on a dans le pénal financier, est évidemment une source de revenus beaucoup plus forte. Hein. Et c'est vrai que la plupart des pénalistes, beaucoup de pénalistes, se sont quasiment spécialisés dans le pénal financier, en disant que c'était plus la peine de défendre les gens qui n'avaient pas les moyens de les payer. Bon. Ce sont les difficultés générales d'exercice. Mais il existe quand même un barreau pénal. Et un barreau pénal qui fonctionne, mais qui est assez étroit. C'est-à-dire que devenir avocat pénaliste, il y a une marche à franchir, c'est qu'il faut trouver, au départ de sa carrière, une collaboration dans un cabinet de pénaliste. C'est vrai. Alors aujourd'hui, les cabinets de pénalistes sont plus étendus parce que vous avez les pénalistes, vous avez des pénalistes qui ont fait du pénal financier et qui ont bien subsisté en faisant cela, mais qui ont conservé une clientèle de pénal général, ça c'est très très bien. Et puis vous avez les cabinets d'affaires qui ont développé, qui ont compris la situation et qui ont développé des départements de droit pénal, où là vous avez encore des pénalistes. Alors, c'est difficile, oui, c'est-à-dire que le nombre de places à Paris n'est pas considérable. En province, vous avez beaucoup de généralistes pénalistes. Hein. Mais à Paris, le nombre des places n'est pas considérable. Les départs sont un peu difficiles. Mais ceux qui veulent vraiment devenir pénalistes, ils y arrivent toujours. Ceux qui en ont vraiment envie, ils y arrivent. Il y a deux choses. Il y a d'abord la pratique du droit pénal quotidien par les permanences, les commissions d'office, le fait que si vous avez ça, que vous allez beaucoup en prison, ça crée un volume de clientèle, le fait que si vous vous faites connaître, si vous avez vos copains civilistes ou vos copains qui font du droit des affaires, parce qu'un avocat qui fait du droit des affaires, moi, vous savez, j'ai eu ça beaucoup dans ma vie, quoi, des copains qui font du droit des affaires, qui font des sociétés et tout, et puis ils ont toujours quelqu'un qu'ils connaissent qui a fait une bêtise, et quand ils sont... Il est rare qu'ils prennent le dossier, parce que quand même... celui qui construit les sociétés anonymes ou qui fait des contrats entre les sociétés ou qui échafaude des holdings ou fait des contrats de fusion-acquisition ne se sent pas forcément aujourd'hui compétent pour défendre le garçon qui a battu ses enfants, par exemple. C'est pas... Et donc il s'adresse à un avocat pénaliste de sa connaissance. Et si donc vous avez des affaires pénales, vous finissez par être connu. Je ne parle pas de la filière de la conférence, qui peut être intéressante, mais pour le reste, la pratique du pénal, et puis alors, si vous mettez le pied chez un pénaliste, ben là, c'est intéressant. Mais il faut que ça marche. Hein. C'est-à-dire que chez les pénalistes sont des patrons assez exigeants en général. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est-à-dire s'il ne se crée pas un climat de confiance très très fort, c'est des collaborations qui sont un peu difficiles. Alors voilà, ne dites pas que c'est impossible de devenir pénaliste, c'est difficile, mais ceux qui le veulent le peuvent. Voilà. C'est très difficile. C'est très difficile de répondre à cela. Parce que l'affaire qui marque le plus, c'est celle qu'on est en train de plaider, c'est celle qu'on a plaidée la dernière. Notre métier est un métier qui nécessite un tel investissement, surtout quand on fait le pénal au niveau où j'ai fini par le faire à un moment, c'est-à-dire ce qui n'est pas pendant des années, le pénal, ça consistait à aller au palais, plaider une petite affaire correctionnelle, faire 3 instructions,
Mais c'est vrai que je dirais qu'à partir de 45 ou 50 ans, j'ai eu essentiellement des grosses affaires, des affaires très importantes, soit de pénal criminel, soit de pénal financier ou de pénal crypto-financier. Bon. Et ces affaires nécessitent un investissement considérable. Alors, on peut toujours... si on en vient à raconter, bon, ça a été publié dans la presse, alors je suis en train de faire un livre dans lequel j'essaye de me raconter avec toute la suffisance des avocats qui se racontent. J'espère que j'essaierai d'éviter un peu les écueils de tous les livres de mes confrères que j'ai lus jusqu'à présent. Mais alors c'est vrai qu'il y a un moment où il faut éliminer parce que ça revient à l'esprit. Et puis en plus, il y a des choses, on a une affaire et puis on ne retrouve plus le dossier. Donc on dit, je ne peux pas dire des choses. Hein. Bon, alors on se rapatrie aux affaires, sur les affaires qui ont eu un traitement médiatique plus important. Bon, alors, les affaires qui marquent le plus, qu'est-ce que c'est? C'est des affaires où c'est vrai, les affaires qui ont un grand retentissement médiatique sont des affaires... Alors, c'est pas vrai, au moment où on traite l'affaire, au moment où on arrive pour plaider devant la cour d'assises de Quimper, dans un dossier dont personne ne parle, hein, vous savez, on arrive... J'ai pris Quimper, j'aurais pu prendre Avignon. Hein, bon, le dossier dont personne ne parle, la presse locale faisant à la rigueur un petit entrefilet, et qui est un procès extrêmement difficile, où des gens risquent des peines considérables, et vous arrivez dans ce procès tout seul, vous avez quelquefois un avocat local de partie civile, et vous rentrez dans votre hôtel tout seul le soir, et vous avez quelqu'un qui risque 20 ans, 30 ans ou perpète. Enfin bon, et donc ce sont des procès très lourds. Et si vous me disiez au moment où je plaide un procès pareil ou 8 jours après, je vous dirais ça c'est le procès le plus fort que j'ai eu dans ma vie. Mais après, qu'est-ce qui reste dans la mémoire? Alors, je vous dirais, les procès, je dirais que les procès qui restent le plus sont les procès où, sans doute, sont quand même les procès où quelqu'un niait une accusation très forte, très portée médiatiquement par l'opinion publique, très violente, et où l'avocat fait face seul un peu à la foule et à l'opinion, et où on essaye d'obtenir l'acquittement de quelqu'un. Alors, ceux qui restent le plus dans la tête, évidemment, c'est ceux où on a obtenu l'acquittement. Et voilà, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous parler de l'affaire Roman, l'assassin de la petite Céline, qui avait avoué en plus, hein, et qui était donc... mais c'était 6 colonnes à la une dans tous les journaux, c'était l'assassin diabolique, etc., etc. Et puis, après 5 ans de boulot, on aurait fini par le faire acquitter. Ça, c'est des choses qui marquent. D'autant plus que dans cette affaire, je me suis fait un jour casser la gueule à une reconstitution et que c'est donc quelque chose qu'on n'oublie pas. Et bon, vous avez l'affaire des médecins de Poitiers, l'affaire de ces médecins qui étaient accusés, vous défendez le docteur Diallo, qui était accusé d'avoir inversé des tuyaux d'une anesthésie qui avait provoqué la mort d'une femme. Là aussi, il a été acquitté, donc j'ai un très bon souvenir. Donc j'ai un certain nombre d'affaires comme ça qui m'ont marqué. Ceci étant, il y en a d'autres, et si on me rappelle certaines affaires, je dirais, oui, ça a été formidable. Bon, c'est vrai que j'avais oublié, mais ça a été une affaire formidable, une affaire où on s'est passionné, etc. Et je voudrais si on prend le pénal financier, bon, jamais enthousiasmé, mais si on parle par exemple de l'affaire où j'ai défendu Max Théré, qui était le fondateur de la FNAC, l'affaire du délit d'initié Péchinet, c'est une affaire qui a duré 3 semaines, 1 mois, qui est une affaire absolument passionnante, extraordinaire, avec des ramifications juridiques énormes, des problèmes, mais qui mobilisent complètement. Donc c'est très difficile de dire l'affaire qui m'a le plus passionné. Alors, si bien sûr on peut raconter des affaires de sa jeunesse, je peux toujours vous en sortir une et vous en raconter une qui est à première vue une affaire correctionnelle banale et dont on peut montrer que c'était l'affaire du siècle. Mais je vous dis la vérité, les affaires les plus passionnantes, ce sont celles du moment. Vous savez, l'avocat pénaliste,
S'impliquer dans une... Bon. Moi, personnellement, je ne peux pas ne pas m'impliquer. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est évidemment pas très agréable forcément pour l'entourage. Ça crée des situations de tension, de mauvaise humeur, tout ce que vous voudrez. Bon, moi, je ne peux pas ne pas m'impliquer. Mais c'est le problème qui est posé dans le paradoxe sur le comédien de Diderot, qui est extrêmement intéressant parce que, et en plus, ça se pose à la plaidoirie, mais ça se pose pour toute l'audience, pour tout le procès. Mais dans le paradoxe sur le comédien, Diderot soutient les deux thèses, mais manifestement il en privilégie une. Il dit que le comédien ne doit pas être engagé. Il dit il y a des comédiens qui, quand il faut être triste, sont tristes, quand il faut être joyeux, sont joyeux, quand il faut être amoureux, deviennent amoureux, profondément, au fond d'eux-mêmes, et ils pensent que leur sentiment personnel va émouvoir le public, va le faire rire, etc. Et lui, il préfère le comédien froid, c'est-à-dire le comédien qui n'éprouve aucune impression, mais qui joue, c'est-à-dire qu'il dit « je vais me comporter comme quelqu'un de triste ». Et il dit que l'essence, le paroxysme de l'art du comédien, c'est ça. Ce n'est pas d'être triste quand le personnage que l'on joue est triste, c'est de, sans être triste et en s'en foutant complètement, en gros, de faire le triste. Alors, je dirais que dans ma carrière, j'ai connu des avocats qui étaient des avocats prodigieux, qui n'avaient aucun sentiment, qui ne s'engageaient pas dans le... Enfin, qui ne s'engageaient pas, si, mais qui s'engageaient professionnellement avec la tête. Je pense que l'un des avocats les plus célèbres du siècle, qui est René Fleuriot, que j'ai connu, que j'ai pu plaider, aux côtés duquel j'ai plaidé, parce que mon patron Alberno plaidait quelquefois avec lui. René Fleuriot était un avocat magnifique. Bon, c'était pas un grand orateur, c'était un bonimenteur, un peu. Mais c'est un homme qui avait une vision, une connaissance parfaite du dossier, une organisation professionnelle remarquable, avec des collaborateurs et un espèce de directeur de cabinet extraordinaire, Pierre Jacquet, qui était un avocat prodigieux, mais qui préférait cette situation, qui lui préparait ses dossiers, qui triait tout, etc. Et Fleuriot, à l'audience, était un avocat extraordinaire dans l'interrogatoire des témoins, par exemple, et il était aussi à l'aise en étant partie civile qu'en étant l'avocat de l'accusé. Il posait des questions d'une pertinence extraordinaire, il mettait en difficulté les témoins, et il plaidait d'une façon admirable, sans avoir l'ombre d'une émotion. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs ce que ce type aurait plaidé dans une affaire où il n'aurait eu à plaider que des circonstances atténuantes, parce que moi j'ai toujours plaidé les acquittements, les perdre quelquefois évidemment, mais toujours remarquable. Bon, ça c'est un type comme René Fleuriot. Indépendamment, à côté de cela, vous avez des avocats qui s'engagent complètement dans leur affaire. Donc je pense que c'est une question de caractère. Ça dépend des avocats. Mais je dirais que le fait de s'engager n'empêche pas la lucidité comme certains le prétendent. Je crois que le fait de s'engager dans une affaire ne devient dangereux que si l'avocat perd sa lucidité. Si effectivement, s'engageant dans une affaire, il perd son regard extérieur qu'il doit avoir quand même sur le dossier pour faire n'importe quoi. Ça c'est vrai, c'est très... Il faut surtout pas que la passion qu'on a pour un dossier occulte la faculté de jugement. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. D'abord parce que les gens qui me demandaient de les défendre étaient des gens qui pensaient que j'accepterais peut-être. Mais j'ai été, vous le savez, un avocat, parce que c'est un mystère pour personne, un avocat engagé quand même. Hein. Bon. Et j'ai toujours, pendant un certain temps, mené une activité politique en même temps que mon activité d'avocat, et après, surtout, mené très longtemps une activité militante
en travaillant à la Ligue des droits de l'homme, qui n'est pas véritablement une organisation politique, mais qui en fait en est une quand même, puisque c'est sur le terrain politique qu'elle intervient. Et donc, il y a des affaires qu'il m'a été difficile. Il y a un exemple que j'ai raconté déjà 10 fois, mais à vous certainement pas, donc je vais vous le raconter à vous, ça tombe bien. Et quand j'étais secrétaire de la conférence du stage, nous étions donc dans les années 63-64, il y avait en France, après que le général de Gaulle ait imposé la paix en Algérie, qui était un mouvement terroriste, l'OS, hein, avec des gens qui ont été d'ailleurs condamnés à mort exécutés comme Bastien Terry, et des gens qui déposaient des bombes à Paris, ou qui tuaient, bon, c'est là, un mouvement terroriste, qui avait ceci de particulier, que c'était un mouvement terroriste de droite. Hein, bon. Et sur la défense de l'Algérie française, etc., bon, le général de Gaulle est un traître, il faut l'abattre, bien. Et ce mouvement était engagé, il y avait des commandos, qu'on appelait les commandos Delta, il y avait des... Bon, et il y a eu, à ce moment-là, des poursuites importantes, d'abord dans des juridictions d'exception scandaleuse, une juridiction qui avait été organisée complètement par une décision que de Gaulle avait prise en vertu des pouvoirs législatifs absolus, les pouvoirs absolus. L'article 16 de la Constitution permet au président de la République d'avoir des pouvoirs de monarque. Hein. C'est le seul pays du monde où ça existe, mais en France, et de Gaulle, mais enfin c'est un article qui a été fait pour de Gaulle tout seul, à mon avis. Et il n'y a que lui qui l'a utilisé, et il avait en fonction de ça créé une juridiction qui l'a outragé personnellement, ne condamnant pas à mort le général Salan. Là, il en a organisé une autre, mais le Conseil d'État a déclaré qu'elle était illégale. Là, après, on a créé la Cour de sûreté de l'État, qui était au moins une juridiction légale. Et j'ai été commis d'office pour 2 tueurs de l'OS. Ce sont 2 assassins, si vous voulez, 2 terroristes. Bon. Et j'ai été commis d'office pour les 2. Et j'ai été donc les voir tous les 2. C'était des garçons qui risquaient des peines lourdes. Hein. Lourdes. Je ne me souviens plus s'il y avait vraiment des morts, hein, mais il y avait en tout cas certainement de nombreux coups de feu sur les personnes. Enfin, ils ne risquaient pas la peine de mort, hein, je ne crois pas. Mais ils risquaient des peines extrêmement lourdes. Et alors, le premier que j'ai été voir était un légionnaire de la Légion étrangère, qui était manifestement d'origine allemande. Et vu son âge, je pense que c'était un ancien de la Wehrmacht. Je ne dirai pas plus loin. Et je discute avec lui, et il me dit que la seule chose qui l'intéresse, c'est la défense de la civilisation blanche, qu'il faut que j'explique à la Cour de sûreté de l'État que De Gaulle l'a trahi, au profit des Nord-Africains, etc. Bon, un discours totalement raciste, et qu'il veut absolument faire, et dont il demande à son avocat de le faire. Je lui dis, monsieur, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas. Et j'ai demandé à mon bâtonnier, qui m'a relevé de ma commission d'office. Il en a trouvé un autre, hein, un autre qui a plaidé, d'ailleurs sans plaider ce qu'il disait, mais enfin bon, moi je ne pouvais pas. Et puis il y avait un autre type qui était un jeune pied noir de Pérégaux, qui m'a parlé de sa famille, de ses grands-parents de ses arrière-grands-parents qui étaient arrivés là, du cimetière où ses grands-parents étaient enterrés, du fait qu'il avait eu l'impression d'être déraciné et tout. Et là j'ai dit, mais je peux plaider pour lui ce type-là. Parce qu'il y a quelque chose de haut. Il y a quand même un endroit où je trouve quelque chose de haut, quelque chose que je peux comprendre. Et j'ai plaidé pour lui, ça s'est très bien passé, j'ai eu même un assez bon résultat, et ça ne m'a pas gêné. Mais l'autre, je ne pouvais pas, donc j'ai défendu. Quelles sont les autres défenses que j'ai défendues? Assez rarement. J'ai quelquefois défendu des défenses, j'ai quelquefois refusé des défenses lorsque, ça m'est arrivé 3 ou 4 fois dans ma vie, lorsque des gens... lorsque j'ai étudié le dossier, etc., que je ne peux pas arriver à mettre dans ma bouche des mots correspondant à ce qu'ils disent. Et que, quelquefois, je leur ai posé le truc, j'ai dit, écoutez, ou bien vous dites ça, parce que c'est pas possible, vous arrêtez de dire ça, ou bien je ne vous défends pas. Et s'il maintient sa position, on est obligé de maintenir la sienne, c'est-à-dire de s'en aller. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, pas plus.
Pour le reste, ben, je dirais que des défenses que j'ai refusées, ce ne sont pas des défenses qui portent sur l'horreur du crime commis. Mais les seules que j'ai refusées, c'est des défenses qui ne portaient pas sur l'horreur du crime commis, mais sur le type de défense que celui qui était accusé voulait m'imposer. J'ai aussi refusé des parties civiles. J'ai aussi refusé des parties civiles, pas beaucoup, mais quelques-unes dont le côté vindicatif, revendiquant, vengeur ne pouvait pas trouver d'expression dans ma parole. Voilà. Mais je dirais qu'en 60 ans de carrière, si j'ai refusé 15 affaires dans ma vie, c'est bien tout. Hein. Ce qui ne fait pas beaucoup. En général, j'ai toujours accepté les défenses, et je vous assure que j'en ai accepté de très difficiles. Hein. De très difficiles. Je réfléchissais l'autre jour aux peines de mort qu'il y avait. Je n'ai jamais eu un client condamné à mort. Au moment de la guerre d'Algérie, un peu, mais ça, ils n'ont pas été exécutés, c'était un peu spécial. Mais après, j'ai eu 5 ou 6 demandes de condamnation à mort, et je me souviens d'une affaire où je n'ai vraiment plaidé que ne le condamnez pas à mort. Je ne pouvais pas dire autre chose. C'était un type qui avait violé sa fille, avec l'aide de sa femme en plus, et il lui a fait un gosse, il avait 17 ans, il lui avait fait un gosse, et puis pour le forcer à faire une fausse couche, il l'avait battu, et il avait tué le gosse, mais il avait tué la fille aussi. Et il avait été l'enterrer, la jeter d'ailleurs, en le recouvrant de feuilles dans un bois à côté de chez lui, et quand on avait découvert le corps, il défilait avec une fleur à la main en me demandant la mort de l'assassin. Je suis commis d'office pour lui, si vous voulez. Bon, je n'ai plaidé qu'une chose, c'est de ne le condamner pas à mort. Bon, à l'époque, c'était tout ce qu'on pouvait faire, si vous voulez. Mais il y avait, bon, je me suis toujours demandé si la peine de mort n'avait pas existé, comment j'aurais défendu ce type-là. Parce qu'en plus, non mais attendez, parce qu'en plus il était désagréable. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que son comportement personnel, son dialogue, était au niveau des actes qu'il avait commis. C'était dur, hein. Mais là, il y avait la peine de mort, donc là, on était de toute façon sur un terrain plus facile. Donc c'est vrai, mais les affaires que j'ai refusées ne sont pas des affaires dues à l'horreur du crime. Ça non, on y arrive toujours. Ben, l'échec n'est pas facile à accepter. Hein. Voilà. C'est rare que quand on a un échec, on rentre content chez soi. Premier point. Et deuxième point, quand on a un échec définitif, je pense aux affaires d'assises en particulier, bon, quand il n'y avait pas d'appel surtout, mais maintenant dans les affaires d'assises d'appel, quand un échec est définitif, j'ai toujours dit quelque chose, c'est que on revient, on est malade, on ne peut pas être autrement. Mais quand on n'y pense plus 15 jours après, c'est sans doute qu'au fin fond de sa conscience, on ne considérait pas que cet échec était tellement mauvais. Quand on y pense encore 15 jours après, il faut essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà. C'est difficile parce que c'est vrai que je disais, il ne faut pas se fausser le jugement. En fait, on se le fausse quand même. C'est-à-dire que nous réussissons à prendre des convictions qui ne sont quelquefois pas le fait de la réalité, c'est vrai. Il faut simplement savoir à un moment ou à un autre le voir. Pas au moment où on plaide, évidemment. Vous savez, je me souviens qu'un jour, il y a une de mes anciennes collaboratrices qui me l'a rappelé récemment. C'est pour ça que je m'en souviens. J'avais plaidé une affaire à Versailles où j'avais eu un type qui était poursuivi pour des meurtres multiples et on plaidait l'acquittement. Et on avait eu un très bon résultat. Il avait été condamné, mais dans des conditions qui étaient 10 ans, quelque chose comme ça, alors que c'était perpète requis, donc bien. Et quand je suis rentré, j'étais furieux au cabinet, je dis c'est pas possible, ce type est innocent et tout. Alors mes associés, mes collaborateurs se sont foutus de ma gueule en me disant écoute, c'est pas possible, t'as pas pu croire que ce type était innocent, on a vu le dossier, ça tient pas debout, mais j'y suis.
Et j'y paraît que j'ai eu cette réflexion. Si j'y ai cru à un moment, c'est pendant que j'ai plaidé. Bon, donc voilà, c'est un avocat et c'est aussi quelqu'un, on se fausse le jugement, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu comme ça, quand vous défendez quelqu'un, vous êtes bien obligé de trouver une défense qui, si possible, corresponde bien sûr au dossier. Hein. Mais la vérité, c'est que quand je dis on se fausse le jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un dossier d'assises, hein, je prends ça, hein, surtout, parce que là, je suis plus sur des problèmes de droit, je suis sur le cœur chaud du métier de pénaliste. Là, aux assises, comment le parquet, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, sont-ils arrivés à cette conviction que cette personne était coupable? Alors, je sais bien qu'on me dit, mais attendez, le juge d'instruction ne dit pas ça, il dit qu'il existe les charges suffisantes. La chambre de l'instruction ne dit pas qu'il est coupable, elle dit qu'il existe des charges suffisantes. N'empêche que si vous avez lu des arrêts de renvoi, vous voyez que c'est une longue démonstration de la culpabilité. Comment ils y sont arrivés? En fait, c'est le mécanisme de la conviction, c'est tout le mécanisme judiciaire. À l'origine, vous avez des hypothèses qui sont faites, et on essaye de faire coïncider les indices avec. Et puis petit à petit, les indices que l'on a, ils rentrent dans l'hypothèse. Et voilà que l'hypothèse devient l'accusation. Et après, toute l'instruction va se dérouler, chacun essayant, le juge essayant en permanence, la police aussi, de conforter l'hypothèse de départ. Et c'est vrai que ça marche. L'avocat, il a deux solutions. Ou bien il dit je vais combattre cette hypothèse, ou bien il va dire non. Là, le dossier a été construit avec une hypothèse de départ, c'est-à-dire que l'accusé était coupable. Et donc, on monte cette hypothèse de départ et après on s'aperçoit que les indices communs, et on les fait tous rentrer dedans. Alors, qu'est-ce que fait l'avocat quelquefois? Une des solutions, c'est de regarder les indices qui ne correspondent pas, qu'on peut écarter, les indices qui ont été à ramasser et travailler dans de mauvaises conditions, les témoins qui se sont contredits, etc. Mais il y a une autre façon de faire qui est la mienne, et qui est de dire, écoutez, je vais relire le dossier, mais je pars d'abord d'une hypothèse qui est qu'il est innocent. C'est-à-dire que je lis le dossier en partant de l'hypothèse qu'il est innocent. Et au fur et à mesure que je lis le dossier, je vois ce qui conforte cette hypothèse et j'écarte effectivement un certain nombre, je vois si je peux écarter un certain nombre d'autres indices. Et on se construit autre chose. Et comme ça, on arrive à une conviction. Alors, il y a des fois, cette conviction est exacte, hein. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on évite l'erreur judiciaire, quand même. Il faut le savoir, parce que l'erreur judiciaire, ça menace. Hein. Et il y a cela. Et puis, il y a le cas dans lequel on s'est faussé le jugement. C'est-à-dire qu'on s'est trompé. On a fait, comme l'accusation le fait dans d'autres affaires, on a fait une mauvaise lecture du dossier. Bon, c'est vrai. Mais au niveau de la conviction personnelle, c'est important. Alors Floriot, il s'en foutait, lui. Hein. Lui, sa conviction n'avait aucun intérêt. Aucun intérêt. Il regardait simplement si le dossier de l'accusation était solide ou fragile. Et il le détruisait. C'est aussi une façon de travailler, mais je vous dis, c'est un problème de caractère. Chaque avocat fait son métier comme il est. Voilà. Oui, c'est une théorie. C'est le principe. Alors, j'ai connu beaucoup d'instructions qui disaient, je n'ai jamais vu un juge d'instruction dire j'en suis à charge. Ça n'existe pas. Il y avait un jour un juge d'instruction, non, c'était un procureur adjoint de Bobigny qui avait fait une déclaration disant nous les magistrats on instruit toujours à charge, c'est idiot, hein, etc. Je me rappelle, on avait eu une polémique dans la presse. Mais en vérité, le problème il n'est pas là. Le problème c'est que inéluctablement il instruit à charge. Il construit un dossier. Et inéluctablement, c'est vrai. Bon, alors je ne veux pas dire qu'ils sont malhonnêtes. Hein. Je veux dire simplement que c'est le fait de conduire une enquête dont l'objectif est de faire qu'existe contre un homme des éléments suffisants pour qu'il soit jugé, fait qu'il y a
je vous disais tout à l'heure la façon dont nous nous faussons le jugement. Mais eux aussi, ils se faussent le jugement. Combien de fois ai-je vu des juges d'instruction qui étaient des juges d'instruction entêtés, mais vraiment entêtés sur une thèse dont j'avais la conviction totale et où j'ai fini par faire triompher. Je parlais de l'affaire Froment tout à l'heure, c'était effrayant, vous comprenez. Bon, faire triompher cette idée que tout cela c'était erroné. Je ne dis pas que le juge était malhonnête, mais le juge ne voulait pas voir un certain nombre de choses parce que ça dérangeait une conviction. Derrière le juge, vous avez la certitude policière. Le juge, il travaille avec un dossier qui a été construit par la police. Et donc vous avez la certitude policière. Alors le juge d'instruction, au début, il dit « je vais avoir un esprit critique », et puis il est obligé, il renonce à l'évidence. Tous les rapports, tous les trucs, toute la construction du dossier est fait pour que les policiers confortent l'hypothèse qu'ils ont émise à un moment. Et eux-mêmes sont convaincus, c'est-à-dire que tout le monde... Et donc si l'avocat ne vient pas troubler ce jeu, c'est vrai qu'il y a un risque d'erreur judiciaire. Et dans le métier de pénaliste, l'essentiel est d'essayer de penser différemment, d'avoir une logique différente, une logique de la défense, une logique qui fait que celui qui nie les faits est innocent. Je vous dis tout de suite, hein, dans les affaires pénales, dans les affaires criminelles, on ne plaide pas que l'accusé est innocent à tous les coups. Hein. Parce que moi, je vous disais tout à l'heure, ceux qui n'ont pas voulu, par exemple, reconnaître, et je leur ai dit, écoutez, si vous ne reconnaissez pas, je m'en vais. Et puis il y a tous ceux qui ont reconnu, et tous ceux qui se sont trouvés en face d'une situation où il était préférable qu'ils reconnaissent, et qu'à ce moment-là, on réussisse à construire une défense qui n'avait plus pour objectif que de diminuer la peine qu'on pouvait lui infliger. Bon, ça aussi, c'est ce qu'il y a de plus fréquent d'ailleurs. C'est ce qu'il y a de plus courant dans les affaires criminelles, nettement. Alors, il y a des affaires criminelles dans lesquelles l'aveu est très difficile. Hein. Je pense en particulier aux violeurs d'enfants. Les violeurs d'enfants, c'est extrêmement rare qu'ils avouent, parce que c'est un aveu qu'ils ne peuvent même pas se faire à eux-mêmes. Enfin, c'est très très dur. Bon, mais il n'empêche, et puis non seulement c'est dur, mais c'est les seuls pour lesquels je dis, moi je leur conseille d'avouer quand c'est plus simple, hein, et je pense que c'est meilleur pour eux, enfin pour la suite de leur vie. Mais je dis que l'aveu ne change rien. Parce que celui qui avoue dans une affaire de viol d'enfant, on lui dit, et en plus il revendique, enfin c'est épouvantable. Ce ne sont pas les affaires les plus faciles que plaide un avocat. Aujourd'hui, écoutez, ça, des affaires criminelles, bien sûr la conférence du stage peut amener parce qu'il y a des commissions d'office dans les affaires criminelles. Mais les affaires criminelles, elles viennent par les commissions d'office d'abord, parce qu'on ne commet pas que les secrétaires de la conférence. Et elles viennent aussi par une réputation de pénaliste, par un pénaliste qui a des affaires quotidiennes et qui s'occupe de ses clients. C'est-à-dire qu'il va les voir en prison. C'est-à-dire qu'il est présent à la prison, etc. Si en plus il fait en sorte que les clients soient contents de lui, ça finit par se savoir. Et petit à petit, la clientèle fait boule de neige. Alors, il ne faut pas négliger. Alors, c'est vrai que les affaires quotidiennes, vous savez, quand j'étais jeune, on appelait ça les flagrants délits. Hein. La 23e chambre du tribunal de Paris, c'était les flagrants délits. Ça n'a pas changé d'un poil. Hein. Depuis 60 ans, rien n'a changé dans cette chambre. Rien. Ils n'ont même pas nettoyé les carreaux. Hein. Depuis 60 ans, c'est toujours pareil. Une atmosphère épouvantable, un public qui vient se distraire, des magistrats pressés. Quelquefois, la qualité des magistrats a progressé. Nous avons aujourd'hui des magistrats plus jeunes. À l'époque, c'était souvent des vieux qui finissaient leur carrière là. Bon, on a des magistrats plus jeunes. Là, les gars qui arrivent dans le box, vous savez, il n'y a pas une grande différence. Hein. Ils sortent de leurs 48 heures de garde à vue. Certes, maintenant, ils ont un avocat en garde à vue, mais ils ont quand même, bon, c'est une justice d'abattage. Bon, moi, j'en ai fait énormément. Voilà. Alors, je peux vous dire, hein, moi, j'en ai fait énormément. Alors, j'ai été servi dans les affaires, pour les affaires d'assises parce que j'avais un patron qui était un grand pénaliste et qui avait des retombées. Bon, j'ai été servi par le fait que j'ai eu des grandes affaires politico-pénales qui ont attiré l'attention. Bon, voilà. Mais au départ, j'ai eu quelques affaires criminelles quand j'étais secrétaire de la conférence, c'est vrai. Mais voilà, mon métier,
Je l'ai appris à la 23e chambre. Ça, il faut le savoir. Et c'est pas en une fois que vous l'apprenez, hein. Mais quand vous avez pratiqué 2-3 ans, vous commencez à savoir ce que c'est qu'une défense. Ça paraît bizarre. Là, le dossier, maintenant c'est un peu mieux, on voit les gens avant, etc. Moi, de mon temps, on arrivait à l'audience, on avait le dossier à l'audience, et le type qui arrivait dans le box. Et il fallait se débrouiller. Hein, c'était quand même assez rapide. Alors quelquefois, on l'obtenait de passer après la suspension pour avoir le temps de réfléchir un peu, de voir un peu le dossier, ou de voir le client dans le couloir derrière, mais ça c'était dur. En fait, on vous disait, vous n'avez qu'à lui parler dans le box, c'est bien suffisant. Bon. Et quand on a fait quelques années de cette pratique, je vous assure qu'on sait beaucoup de choses. On a appris, moi j'ai appris ce qu'était la procédure à ce moment-là, hein, et parce qu'on s'est mis à soutenir effectivement que les procédures étaient nulles, que les policiers n'avaient pas fait leur boulot, etc. C'était assez nouveau, hein, ça les surprenait beaucoup, et les tribunaux au début, puis au bout d'un certain temps, à force de se prendre des pêches à la cour de casse, ils ont fait un peu attention. Et puis, ça a progressé. Vous avez des gens comme Metzner qui sont arrivés et qui ont effectivement bouleversé un peu la procédure pénale. Mais, donc, ça apprend les techniques de défense. Ça apprend rapidement à prendre des décisions. Ça apprend cette idée, cet élément fondamental. Je ne suis pas là pour faire un beau discours. Je suis là pour convaincre les juges. Les beaux discours, on comprend très vite, à la 23e chambre, c'est pas le lieu, hein. Ça marche pas. Donc ce qu'il faut, c'est convaincre les magistrats en peu de mots et rapidement. C'est très formateur, premier point. Et deuxièmement, en partant de là, on peut arriver à des dossiers criminels. Et en partant de là, on se construit mais il faut de l'opiniâtreté, il faut avoir le courage d'y passer du temps. Aujourd'hui, c'est payé. Hein. Jusqu'en 1983, ça n'a pas été payé. Hein. Jusqu'en 1983, la commission d'office en matière pénale n'était pas rémunérée. Même, c'était considéré comme très, très scandaleux déontologiquement de le dire. La profession d'avocat ne se fait pas payer par les indigents et tout individu a droit à une défense gratuite. Même s'il est riche d'ailleurs. C'était la thèse à l'époque. De toute façon, la notion de désintéressement domine la profession d'avocat depuis Saint-Yves. Et nous devons continuer à être désintéressés. Bien entendu, c'est aux jeunes qu'on faisait faire ça. Hein. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats confirmés qui le faisaient. Et c'était gratuit, totalement gratuit, jusqu'en 1983. Hein. J'ai donc connu ça pendant près de 30 ans. Totalement gratuit. Et bon, au bout d'un certain temps, quand vous développiez votre cabinet, vous abandonniez ça. Vous ne pouviez pas continuer. Alors, tout ça a été organisé à peu près depuis cette époque, depuis 83, avec les permanences, tout ça est mieux organisé. C'est pas parfait encore, hein, mais enfin ça progresse. Mais faut pas se faire, il faut pas croire que les petites affaires sont des affaires négligeables. D'abord, il n'y a pas de petites affaires. Le type qui est poursuivi, il est toujours dans une situation difficile. Alors évidemment, si vous assistez quelqu'un dans une procédure de reconnaissance de culpabilité sur un vol à l'étalage, bon, c'est vrai que l'affaire n'est pas considérable, mais enfin, et là aussi, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il ne faut pas accepter une reconnaissance de culpabilité pour quelqu'un qui est innocent. J'ai un type j'ai vu ça parce que j'ai eu un confrère qui, quelques années, a eu un incident terrible. J'étais dans les parages, je suis arrivé, j'ai pas vu le bâtonnier, il m'a dit règle l'incident toi-même. Bon, j'ai essayé de régler l'incident, j'y suis arrivé, parce que etc. Et vraiment, il était des incidents épouvantables, quoi. Quelquefois, l'avocat, il faut qu'il revendique, quoi. Y compris dans les petites procédures, il n'y a pas de petites procédures. Il n'y a pas de petites procédures. Et il faut que l'avocat, alors moi j'ai vu ça, c'était une reconnaissance de culpabilité où la fille qu'il défendait avait dit qu'elle était coupable, le procureur avait proposé une sanction, puis il discute avec son avocat, il dit je suis pas coupable, mais comme j'ai déjà été condamné 2 ou 3 fois, je préfère, là ce qu'il me propose c'est pas grand chose. Elle dit ben non, je suis complètement innocent. Et l'avocat a dit non, je ne peux pas accepter la reconnaissance là. Et il l'a dit à sa cliente, etc. Et le procureur estimait que c'était une entrave à un fonctionnement normal de la justice. Bon. Donc, il faut faire attention à tout. Il faut être toujours vigilant.
mais ne négligez pas les petites affaires. Vous verrez que petit à petit, je dirais que ça peut paraître répétitif. Je dirais que c'est un peu fastidieux. Mais si chaque fois, vous vous posez la question, voilà un type qui va prendre une condamnation, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Comment les magistrats, ils ont vu le dossier que j'ai vu, pas brillant ce dossier, ils ont les éléments que j'ai, c'est pas brillant tout ça. Comment ils ont, en fait, ils ont déjà la décision dans leur tête. Ils m'écoutent par politesse. Comment puis-je les faire changer de position? Si vous posez cette question, attention, on est en correctionnel, les magistrats, ils ont vu un petit dossier, leur conviction est faite et ils ont déjà l'idée de la peine. Comment puis-je les faire changer de position? Si vous ne vous posez pas cette question, si en définitive vous êtes, comme un certain nombre d'avocats le sont, si vous êtes dans le vent, si vous gagnez votre place à la permanence et votre indemnité en faisant un petit discours qui vous satisfait et qui fait plaisir à tout le monde parce qu'il est beau, sans rompre, sans effectivement essayer de dire mais il y a autre chose, il y a une autre logique, il y a d'autres choses à dire, etc. Bon, vous savez, j'ai raconté 100 fois la même histoire, mais c'est une histoire qui a marqué ma vie. J'étais tout jeune, alors tout jeune, c'est dans les premières affaires que j'ai plaidé. J'ai été au flagrant délit, donc à l'époque, il fallait la condition obligatoire de flagrance pour que les gens passent immédiatement devant la 23e chambre. Et je défendais un gars, je suis commis d'office, donc pour un Yougoslave, qui avait fait cette chose, à l'époque on disait un Yougoslave, aujourd'hui on dirait un Serbe, un Croate, bon. Et il était, c'était un immigré quoi, son papier sans doute, bon. Et il avait faim le matin, et il décapsulait les bouteilles de lait. À l'époque, les bouteilles de lait, ça se fait plus aujourd'hui. Mais les laitiers laissaient dans des caisses de 6 ou 8 bouteilles. Si vous avez vu le drame, vous avez le marchand de lait, on le voit tout le temps. Et il laissait les bouteilles, donc qui étaient les bouteilles, voilà, comme les bouteilles de lait d'aujourd'hui d'ailleurs à peu près, sauf qu'elles étaient en verre, et il y avait une petite capsule dessus, et le type, il ouvrait la capsule, il buvait une gorgée d'eau, il remettait bien la capsule de gorgée de lait, il remettait bien la capsule, et bon, il se nourrissait comme ça. Et il y a un flic qui l'avait vu, il était poursuivi pour avoir bu trois petits gorgées de lait. Et je l'ai défendu et j'étais très content de moi. Parce que je ne sais plus pourquoi, mais ça m'avait fait rêver cette histoire. Je parlais des gens qui ont faim dans la rue, du lait, je ne sais pas quoi, moi. Bon. Et j'étais très content de ma plaidoirie, et le type, il prend 6 mois ferme. Alors j'étais quand même sonné, parce que franchement, il n'y avait pas de casier et tout. Bon. Et le président m'appelle, il me dit, maître, vous avez bien plaidé, vraiment. J'étais dans une rage noire. Et je me suis dit, si le fait de bien plaider, c'est de se faire féliciter par le président qui vient de mettre une peine scandaleuse, c'est pas possible. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a tenu toute ma vie. J'ai toujours pensé, attention, attention, on n'est pas là pour faire un discours qui sert d'alibi à une injustice. On est là pour essayer de rompre une machine, pour essayer de dire autre chose qui est effectivement dans l'intérêt de la personne, c'est-à-dire qu'on défend un homme. Voilà. Bon, après cette profession de foi, j'attends la prochaine question. Alors, je vais vous dire, d'abord, je regrette le recul trop grand de la parole au civil. Je pense que, avec les clés, on va finir un jour par, au civil, ne plus sortir de chez soi. On fera les conclusions, on lira les trucs, on mettra tout ça tout sur la clé, ça ira au tribunal, ça reviendra, le jugement sera rendu sur la clé, les magistrats resteront chez eux, d'ailleurs, il n'y aura même pas besoin de tribunal. Voilà, et on rendra les décisions par clé interposée. Bon, au pénal. Au pénal, il faut dire que ce n'est pas encore arrivé. Et ce n'est pas arrivé dans la plupart des pays, sauf dans les pays de droit anglo-saxon, où il ne faut pas oublier que la procédure orale est quelquefois limitée au minimum, mais même à une absence totale, lorsqu'il existe un plea bargaining, c'est-à-dire que le procureur a proposé quelque chose qui a été accepté par la défense. Ça va très vite. Il y a 8 sur 10, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le chiffre, je l'ai quelque part, mais je n'ai pas de note ici.
le chiffre exact du pourcentage d'affaires transigées devant le tribunal de New York. C'est considérable, considérable. L'affaire est transigée, c'est devenu tout à fait, ça va très vite, etc. Bon. Ici, nous avons encore, et dans tous les pays, je dirais, de droit écrit, nous avons conservé. Alors, il faut dire que dans le droit anglo-saxon, la parole reprend sa place après, même s'ils ne connaissent pas la plaidoirie au sens où... Enfin, vous savez très bien que les logiques sont différentes des deux procédures. Et on peut en parler, parce que je connais bien la procédure américaine, mais les logiques sont différentes. Et ben, on arrive au même résultat, d'ailleurs. Ceci étant, nous avons conservé quand même, ici, l'oralité des débats. C'est-à-dire que le débat... Et je dirais même qu'il s'est un petit peu étoffé en matière correctionnelle, d'abord dans les affaires financières, dans un certain nombre d'affaires financières, où le débat existe, où vous avez des témoins qui viennent, etc. Et puis dans quelques... Bon, je n'ai pas beaucoup étoffé, c'est vrai que dans la plupart des affaires, on juge sur dossier, et la parole, elle est réduite... Alors, les procureurs ont changé leur pratique depuis ma jeunesse. Dans ma jeunesse, dans les affaires ordinaires, un procureur ne requérait jamais. Aux affaires correctionnelles, il se levait, il demandait application de la loi, quand il se levait encore. Il faut y décoller juste leurs fesses du siège pour ne pas perdre leur nom de magistrature debout. Et il disait application de la loi. Bon. Aujourd'hui, les procureurs requièrent. Et c'est bien, il le faut. Et les avocats plaident. Donc le discours est resté. Jusqu'à présent, alors, aux assises, notre système d'assises est tel que le discours est essentiel, parce qu'on a conservé un certain nombre des fondamentaux qui existaient quand il existait un vrai jury, c'est-à-dire un jury qui jugeait indépendamment du juge jusqu'en 1941. Et donc le discours est très important, la plaidoirie très importante, le débat est très important, avec tout ce qu'on peut en parler longtemps, le rôle du président, etc. Mais il y a quand même un dérapage. Ce dérapage, c'est la vidéoconférence. C'est-à-dire que maintenant, depuis quelques années, je sens les choses faire pression fortement depuis 5 ou 6 ans. La plupart des experts ne viennent pas à l'audience de la cour d'assises. Et quand vous avez un expert psychiatre qui est là-haut sur la lucarne, l'espèce de petite poste télé qu'on met dans les cours d'assises, encore à Paris, ils sont un peu plus grands, mais en province, quelquefois, c'est des petits machins comme ça. Bon. Et vous avez un expert, comment voulez-vous l'interroger? Comment voulez-vous avoir un dialogue avec lui? Ça, c'est extrêmement mauvais. Ce qui est encore plus mauvais, c'est... Alors, vous avez quelquefois les policiers, le directeur d'enquête, ah bon, il n'a pas le temps de venir, donc il viendra par vidéoconférence. Je prétends que c'est la fin de l'oral. L'oral, c'est aussi un contact, je dirais presque physique, enfin, qu'on voit les gens, qu'on puisse leur parler, qu'on puisse voir comment, d'une question, ils réagissent. Et vous avez le pire de tout, c'est les gens dangereux qu'on laisse à la prison et qui comparaissent en vidéoconférence. Ça, je suis extrêmement choqué par cela. Or, il semble que ça se développe. Alors ça, évidemment, s'il y a cette perte de la parole à ce niveau-là, je le juge très sévèrement. Je pense qu'il faut au moins sauver la parole dans le procès pénal, parce que elle est au cœur de la justice. Je pense que la justice pénale ne peut pas se rendre sur des papiers, pas vrai. Elle ne peut pas se rendre sur des fichiers d'ordinateur, sur des clés USB, c'est pas possible ça. Il faut donc que la justice pénale, c'est aussi un problème, c'est la confrontation d'un homme avec d'autres hommes qui représentent la société. C'est ça la justice pénale, un avocat. Bon, donc on est au cœur de cela, mais s'il n'y a plus, le visage présent, je pense que la justice ne peut être que mal faite. J'ai vu des affaires où véritablement on démarrait avec des trucs terribles. Je pense à une affaire récente, qui a 6 ans, 7 ans, c'est l'affaire de Véronique Courgeot. Véronique Courgeot, c'est cette femme qui avait tué ses 3 bébés. Hein, bon. Et à la naissance, supposé
un problème technique que personne ne voulait poser, qu'on a fini par poser, celui d'une grossesse, etc. Mais surtout, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette femme, nous avons, comme avocat, ce que nous avons réussi à faire, c'est qu'on a réussi à la faire parler, on a réussi à la convaincre de parler. Ça a été un travail considérable de la part de mon associé Nathalie Sédic surtout, et de moi un peu. Et comme elle a parlé, son humanité est ressortie. Et brusquement, les jurés se sont trouvés en face d'un personnage dont ils pensaient que c'était un monstre, et qui était bouleversant. Et là, et je dis que c'est pas de la mauvaise justice, c'est pas de la comédie chez elle, hein, c'était comme elle avait, comme les barrières s'effondraient, elle parlait, elle disait ce qu'elle était, et c'était bouleversant. Et ça, je me suis dit souvent, j'aurais jamais pu l'expliquer aux jurés si nous ne l'avions pas vu. Et donc la présence, la parole me paraît une chose absolument essentielle, fondamentale, qui permet d'expliquer. Des fois, c'est pas bon, hein, parce que vous avez des types, si vous avez le dossier sur papier, vous dites bon, ça va, puis vous arrivez à l'audience, vous avez un type qui dit des choses horribles, qui est maladroit, qui dit tout ce qu'il ne faut pas dire, quoi. Bon, ça, c'est le faire. Il faut faire avec, hein, quand on est avocat. Là aussi, il faut s'adapter. Des fois, ça devient difficile. Mais ça fait rien. C'est aussi ça, le rôle de l'avocat, quand un type apparaît odieux à l'audience, c'est de le défendre malgré cela, et même d'essayer d'expliquer ça, d'essayer de réintégrer cela dans un comportement normal, etc. Bon, là, on a un travail énorme à faire. Il faut que l'avocat apprécie. C'est-à-dire que si son comportement, son client est odieux, insupportable, il faut qu'il le ressente lui. Et il faut qu'il en tienne compte dans ce qu'il va dire au jury pour essayer d'éviter cette catastrophe. Hein. Mais bon, c'est tout. Ceci étant, il y a des cas dans lesquels, moi j'ai vu plusieurs fois des cas où la personne qui craque, qui dit des choses, ça change tout. Bon, alors écoutez, il y a plusieurs choses. D'abord, le combat sur la garde à vue. Moi, j'ai retrouvé une intervention que j'ai faite à l'Association nationale des avocats en 1969. Je ne me souvenais plus. Hein. Je l'ai retrouvé en regardant les archives du Monde. Et en 1969, j'ai fait un discours à l'Association nationale des avocats qui était reproduit dans le Monde à l'époque. Et j'ai recherché les notes d'un discours que j'ai prononcé en 2011, quelques 2 mois avant que le Conseil constitutionnel ne dise que l'avocat serait présent en garde à vue. Eh bien, alors que je ne me souvenais plus du discours de 1969, je disais exactement la même chose avec les mêmes mots. Ça paraît pas possible. Personne ne peut croire que je n'avais pas, au moment où je fais mon discours de 2011, le texte de mon discours de 1969. Donc, personne ne peut le croire. Moi non plus, d'ailleurs. Mais enfin, je suis obligé de le savoir. Je ne me souvenais plus du tout de ce discours de 1969. C'est vous dire si c'est un combat qui a été long, quand même. Bon, pour commencer. Alors, il y a énormément de combats. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions tout de même à toute l'organisation de la procédure pénale et que les avocats ont quelque chose à dire pour savoir ce qu'est la présence de l'avocat, pour que la présence de l'avocat soit véritablement reconnue. C'est vrai, depuis le début de l'instruction, mais tout cela pose des problèmes qui sont des problèmes techniques très compliqués de l'organisation de la justice, de la place du parquet dans la justice, de la fonction du parquet, de la fonction du juge d'instruction, tout le débat. J'ai fait partie d'une commission en 1990, qui était la commission qui était présidée par Madame Delmas-Marty, qui est une amie que j'ai vue cette semaine. Je croyais qu'elle était malade, elle va très bien. Et elle est incroyable, elle n'a pas changé. Et Mireille Delmas-Marty avait fait on a fait un très gros travail d'une commission à la chancellerie qui avait abouti à demander la suppression du juge d'instruction. Bon, alors, enfin, avec un certain nombre d'éléments. C'est revenu il y a 4-5 ans, quand Nicolas Sarkozy a dit cela à la Cour de cassation. On a constitué une commission. Je représentais la profession d'avocat dans cette commission. Et finalement, j'en ai claqué la porte avant la fin parce qu'il ne voulait pas changer le statut du parquet. J'ai dit, alors c'est pas possible de donner tous les pouvoirs à un parquet dont on ne change pas les statuts. Bon, donc
vous avez des combats généraux sur la mesure de l'instruction où le problème de la place de l'avocat est important. Mais il y en a d'autres. L'avocat en garde à vue, c'est pas suffisant. Il faut que l'avocat en garde à vue puisse avoir connaissance, sinon du dossier, au moins des éléments principaux du dossier, premier point. Ça me paraît absolument indispensable. Vous avez d'autres combats qu'il faut mener sur la connaissance du dossier en enquête préliminaire. Vous avez des choses, des pratiques qui sont des pratiques nouvelles. J'ai eu ça dans une affaire. Attendez, c'est fréquent pour un certain nombre d'avocats, mais moi je l'ai eu dans une affaire où un type est cité en correctionnel pour un abus de biens sociaux, une entreprise, pour un abus de biens sociaux assez classique, c'est-à-dire des ventes sans facture, bon, bien. Et une petite entreprise, et j'arrive, il y a un dossier qui fait 3 armoires complètes, et 10 ou 12 personnes, dont des personnes très importantes dans le monde des affaires, dans le monde de l'économie, et le dossier est fixé 1 mois après, avec un dossier qui a duré en enquête préliminaire pendant 3 ans, sans qu'il y ait de juge d'instruction, sans qu'il y ait aucune connaissance du dossier. Bon, ça va des renvois, c'est pas moi qui mènerai la bataille principale, parce que je veux pas trop faire remarquer mon client, mais il y a quelque chose, l'enquête préliminaire, le développement de l'enquête préliminaire est devenu quand même un problème très important, c'est-à-dire le fait que le parquet maîtrise seul le développement de l'enquête préliminaire, qu'il n'existe pour seule défense au cours de l'enquête préliminaire que la présence de l'avocat en garde à vue. C'est tout. Une présence sans connaissance du dossier. Donc une espèce d'éclair sur le dossier, mais qui n'est pas suffisant. Et qu'il n'y a aucun moyen de défense. Bon, c'est absolument inadmissible. Donc ça, c'est le premier point. Alors, il faut poser le problème de l'enquête du parquet, de l'enquête préliminaire, etc. Mais dans la situation actuelle, il faut au moins obtenir la communication à l'avocat. Alors, vous avez un progrès qui va être fait dans une loi qui n'est pas terrible, qu'on appelait jusqu'à aujourd'hui la loi Taubira, c'est-à-dire la loi de procédure pénale qui doit accompagner la loi sur la prolongation de l'état d'urgence, qui est une loi de réforme de la procédure pénale. Alors, il y a un certain nombre de dispositions dans cette loi que vous pouvez lire, elle est sur Internet. Hein. Le projet de loi est sur Internet. Alors, ce n'est pas encore un projet de loi puisqu'il est encore au Conseil d'État. Donc, c'est un avant-projet de loi. En gros, il y a un certain nombre de choses. Bon, les perquisitions de nuit qui sont autorisées en matière d'enquête préliminaire par le juge des libertés et de la détention, les perquisitions de nuit qui existent. C'est absurde de nous dire que les perquisitions de nuit n'existaient pas avant l'état d'urgence. Hein. Elles existaient absolument, mais elles étaient autorisées par le juge des libertés et de la détention. Alors, elles pourront être aussi dans les lieux d'habitation. Bon, ça c'est une réforme que tout le monde attendait. De toute façon, c'est pas ça change pas grand-chose puisque ça avait quand même lieu. Bon, c'est une des réformes. Il y a aussi une réforme de l'assignation en résidence qui peut être prononcée par les préfets. C'est-à-dire que c'est un espèce de débordement de l'état d'urgence sur l'état habituel. Et puis vous avez une chose absolument incroyable, c'est une vérification d'identité de 4 heures, y compris pour les gens qui produisent des documents d'identité. Et il est précisé dans le texte qu'il n'y a pas d'avocat pendant ces 4 heures. Bon, ça, c'est évident que là vous aurez un combat à mener. Nous aurons un combat à mener, enfin, tant que j'en ai la force. Mais ensuite, il y a des dispositions qui permettent effectivement un accès de l'avocat à l'enquête préliminaire. Mais très limité, j'espère que le Parlement va élargir cela. Il me paraît évident que quand une enquête préliminaire... Je dis d'ailleurs cela également pour la partie civile, hein, qui dépose une plainte, et puis 3 ans après, on ne sait pas encore ce que c'est devenu. Bon, alors c'est pas possible. Et celui qui a été entendu un jour en garde à vue, donc dans une affaire un peu préoccupante, et qui 2 ans après ne sait toujours pas ce qu'est devenu cette affaire, ça paraît anormal. Alors ça, cette loi prévoit une réforme. Bon, ça, il faut attendre que ça sorte du Conseil d'État, que le projet de loi soit définitif, on verra un peu plus clair. Mais il y a donc des combats
procéduraux d'abord à continuer à mener pour l'avocat depuis la garde à vue. Pour le reste, je pense que dans la procédure, il faut développer encore le contradictoire. Alors, il y a une chose en tout cas qu'à mon avis, il faut réussir à obtenir, c'est sur l'expertise. L'expertise actuellement, alors on a progressé. Il y a eu la loi du 15 juin 2000, il y a eu un certain nombre de lois, déjà la loi de 93 un peu, il y a eu le 15 juin 2000, qui fait qu'aujourd'hui, le juge d'instruction désigne un expert, mais peut demander à la défense de désigner un expert, un co-expert. Il accepte, bon, mais ce co-expert doit être obligatoirement être pris dans la liste des experts officiels. Ce qui n'est pas, vous comprenez, quand vous êtes dans une ville de province, les experts officiels, ils sont deux. Bon, c'est pas... Et ça, c'est un problème important. Je crois la possibilité pour l'avocat de produire des expertises avec des experts qui peuvent avoir accès au dossier, quitte à prêter un serment en particulier, me paraît quelque chose de très important. Et tout ce qui pourra renforcer le contradictoire est, à mon avis, très important. Donc, il y a un certain nombre de choses à obtenir. Et pour le reste, il y a à obtenir effectivement qu'on renforce, ça me paraît évident, la protection de l'avocat par rapport à un certain nombre de procédures. C'est prévu aussi dans la loi. On essaye de protéger, par exemple, ce que nous avons vu, c'est-à-dire l'écoute téléphonique ou la perquisition chez un avocat. Il y a un renforcement dans le projet de loi. Est-ce que ça passera? J'en sais rien. Mais c'est bon. Alors surtout cette idée qui consiste à faire que le juge d'instruction, comme il ne peut pas, il ne peut plus maintenant mettre en détention provisoire lui-même, le juge d'instruction ne puisse plus non plus ordonner lui-même une écoute téléphonique de l'avocat, que cette écoute téléphonique doit être ordonnée par le juge des libertés. Alors, ceci étant, un mot sur le juge des libertés, c'est une très bonne innovation, mais malheureusement, on a fait un juge qui n'a pas de statut, c'est-à-dire un juge qui est faible. Vous savez que le juge d'instruction a un statut, il est nommé de façon spéciale, il est inamovible, etc. Et il faudrait que le juge des libertés soit au moins dans la même situation. Ça, c'est pour les réformes qu'on peut envisager, mais il y en a beaucoup plus. Et là, si vous voulez, je vais m'arrêter parce que si vous me lancez sur les réformes, j'en ai pour 1 heure. Eh bien, c'est difficile. C'est une question que je me suis posée depuis quelque temps. Comment défendre actuellement, pas, ils sont tous morts, mais comment défendre quelqu'un qui est véritablement impliqué dans ces crimes? C'est très dur. J'ai eu une longue discussion avec les secrétaires de la conférence, qui sont ceux qui sont le plus désignés dans cette affaire. C'est très difficile, d'autant plus que ceux qui le défendent ne parlent pas, sont dans il n'y a pas d'autre solution, il faut les faire parler, il faut les écouter, il faut réussir et il faut savoir ce qu'il est possible de dire. Bon, c'est très dur. Ils ont droit à un avocat, et donc l'avocat doit faire son boulot. Le problème, c'est que ça se résout sur le tas, et c'est très très difficile pour un avocat. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais évidemment, il y a une place. Hein. Alors il y a un espace, par exemple, évidemment, pour ceux qui sont impliqués de façon indirecte, de critiquer les éléments de conviction sur les liens qui peuvent exister entre eux et les actes terroristes. J'en sais rien. Hein. Il y a ça. Il y a la surveillance des mécanismes policiers, qui actuellement c'est pas rien. Il faut les surveiller. Il faut qu'il y ait un avocat qui soit présent. Il faut qu'il y ait un avocat qui soit présent et qui fasse son boulot. Ne serait-ce que parce que dans ces cas-là, les policiers font plus attention. Et que le respect des formes me paraît d'autant plus important que le délinquant est dangereux. Voilà. Donc tout ça, c'est pas facile. Vous avez raison. Vous me posez une question qui est une question difficile, qui ne m'a pas été posée à moi-même. Pour tout vous dire, je pense que je ne souhaite pas forcément tellement qu'elle me soit posée, parce que je me dis que ce sera encore une affaire bien difficile à résoudre. J'en ai eu d'autres dans ma vie, vous savez. J'ai défendu des gens qui étaient condamnés par tout le monde. Tout le monde. Vous savez, défendre un roman, ça paraît rien, je me suis fait casser la gueule, mais là, que je me fais casser la gueule, c'est rien.
Mais quand vous vous faites lyncher médiatiquement par la presse entière, tous les médias qui en plus critiquent cet avocat qui ose dire que son client est innocent, il faut l'assumer. Hein. Alors là c'est encore pire. Je dirais que la situation est tellement caricaturale aujourd'hui que l'avocat ne peut que se grandir s'il trouve sa place. Mais c'est dur. Mais ceci étant, il est évident que non seulement il faut qu'il y ait alors c'est très dur parce qu'il faut affronter l'opinion publique. Hein. Comment pouvez-vous les défendre hein. Comment pouvez-vous défendre un type comme ça? Bah oui. Mais on n'y peut rien, mais il fait partie de la famille humaine. Merci beaucoup de votre intervention.